Et bien maintenant, on va démarrer la seconde partie de cette soirée. J'appelle donc celle que vous attendez tous, Swan Périssé. Bonsoir. Tout le monde va bien? Vous avez compris le truc sur les urines et des nitrates et du nitrite? C'est très important. C'est un plaisir d'être ici. Je m'appelle Swan Périssé et je suis la présidente du jury des courts-métrages que vous allez voir. C'est vraiment un honneur et je sais qu'il y a plein d'équipes des cours qui sont venues ce soir, des réalisateurs, des réalisatrices, mais aussi des membres de l'équipe technique et artistique. Donc vous pouvez applaudir les futurs films qu'on va voir déjà. Ça va être incroyable. Ouais. C'est trop bien. Je reste, voilà comment ça va se passer. Je vais rester 1 minute à peu près sur scène, vous raconter un petit peu pourquoi c'était important pour moi d'être là ce soir. Ensuite, on va présenter combien de courts 1, 2, 3, 4 courts-métrages. Il y a certaines équipes qui sont là, qui vont venir répondre à 2 questions seulement parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Mais donc, vous pourrez vous asseoir ici. Et si vous êtes une foule en délire, les gens resteront derrière et assis. Ensuite, on présentera la suite des courts-métrages. Et encore une fois, il y a certaines équipes qui vont venir et on pourra poser quelques questions. C'est OK ? OK, trop bien. Donc moi, je m'appelle Swan Périssé et dans la vie, je suis ce qu'on appelle une influenceuse. Et donc ça veut dire qu'en gros, je fais des contenus sur les réseaux qui sont beaucoup suivis. Et donc ça m'a beaucoup parlé de présenter ces films sur la vie rêvée. Parce qu'aujourd'hui, les influenceurs, les influenceuses montrent des modes de vie qui sont censés faire rêver. Et c'est souvent très problématique en termes de durabilité et de soutenabilité. Et en gros, moi, mon challenge de ces dernières années, ça a été comment on rend sexy les toilettes sèches, les urines recyclées dans le potager, etc. Et c'était pas une tâche facile. Et je voudrais vous dire, et ce soir, que je me suis rendu compte d'un truc, c'est qu'on est tous influenceurs et influenceuses. Et les festivals, ça peut servir à ça. L'art, ça peut servir à ça, à toucher des gens à un moment donné dans un morceau de vie et à peut-être changer leur vie pour toujours. Je vous raconte juste une histoire qui m'a fait avoir cette conclusion. Quand j'avais 10 ans, un jour, je suis allée chez mon grand-père et dans l'allée qui a mené chez lui, j'ai découvert une toute petite caravane de 4 mètres carrés. Et moi, à l'époque, je faisais 1m10 à peu près. Il y a des pizzas qui sont plus grandes que ça, vraiment. Il y a des concours de pizzas énormes. Et donc, j'ai découvert cette caravane. Mon grand-père avait acheté une Neriba Puck. C'est une petite caravane de collection toute ronde. Et je suis rentrée à l'intérieur. Et j'ai trouvé ça incroyable de voir enfin une maison à ma taille. Vraiment, c'est une caravane dans laquelle il y a un tout petit robinet en plastique, on dirait de la dinette, et l'évier, c'est genre un espèce de petit bol en dessous. Il y a des placards, il y a un petit lit dans lequel il est très inconfortable de dormir si tu fais plus d'1m60. Et j'ai trouvé ça fou. Et toute l'après-midi, j'ai joué dans la caravane avec mon papy. Je me souviens, je prenais ses mains toutes calleuses dans mes mains. Et puis j'ouvrais tous les placards. Je courais entre son atelier et la caravane. Je tirais ses petits poils de nez et tout. Et j'ai passé vraiment la meilleure après-midi de ma life. C'était fou. Puis la caravane est partie dans un garage ou chez un ami. Et je ne l'ai plus jamais revue jusqu'à 20 ans plus tard. Un jour, c'était pendant le confinement, le premier confinement en France, on était tous enfermés, et j'avais envie de changer de vie. Voilà, quelques mois plus tôt, il y avait mon mec qui m'avait quitté par mail. J'avais quitté l'entreprise dans laquelle je travaillais, parce que je trouvais qu'elle était trop basée sur la croissance, la consommation, gagner de l'argent. J'avais envie de changer de vie, mais je ne savais pas comment. Et je me suis rappelée de la caravane de mon papy. Donc j'ai appelé ma maman. Elle m'a dit que cette caravane existait encore. Et puisque j'étais toujours pas plus grande que certaines pizzas, je mesure 1m53 maintenant, je suis allée chercher la caravane, j'ai passé mon permis et j'ai vécu pendant 2 ans dans cette caravane, que j'ai appelée Tatiana, ce qui a donné des phrases très bizarres du genre « Ce soir, je dors dans Tatiana ». Enfin...
Et en fait, grâce à cette caravane, je suis allée dans les jardins de plein de gens et je leur ai proposé de construire avec eux des objets écologiques. Alors que je ne savais pas du tout bricoler, vraiment mauvais plan pour les gens qui m'accueillaient. et en gros, on a construit des toilettes sèches, on a creusé des mares, on a appris à cuisiner végétarien, on a lancé des potagers, on a fait des cuisines zéro déchet, etc. On a milité, on a discuté et j'ai rencontré plein de gens, j'ai appris une nouvelle façon de vivre basée sur l'écologie et le partage, les rencontres et la curiosité. Et j'ai fini par rencontrer mes meilleurs amis et m'installer à Montpellier. En 2009, mon grand-père est décédé. Il a eu une leucémie. Je me souviens, il devait aller à l'hôpital chaque semaine pour changer son sang. Et un jour, il a dit à ma maman j'ai l'impression qu'on ne guérit pas de cette maladie. Et ma mère lui a confirmé. Un jour, il ne voulait plus aller à l'hôpital et il est parti une semaine après. Et je me souviens que sur son lit de mort, il avait encore les poils du nez qui dépassaient. Mon grand-père m'a changé la vie et il ne le saura jamais. Parce qu'à l'époque, lui et moi, on ne savait pas qu'il était influenceur. Et voilà, je voulais vraiment vous dire qu'on a tous un pouvoir d'influence à travers notre art, notre partage, ce qu'on raconte, qu'on soit suivi par des millions de personnes ou pas. Et si vous êtes ici ce soir, c'est peut-être que ça vous intéresse. Donc on peut tous s'en emparer et communiquer autour des valeurs qui nous sont chères. Voilà, je vais annoncer les premiers prix. Merci beaucoup. Merci. Alors, juste pour quelques... Donc, la remise des prix n'est pas ce soir. Moi, je suis présidente du jury. On a déjà délibéré. Je connais le film qui a gagné. Mais je ne vais pas vous le dire, puisque c'est samedi soir qu'il y a la remise des prix. Mais c'est quand même un honneur de regarder tous ces films et tous se valent, donc ça va être magnifique. Est-ce que chacun peut se présenter brièvement et dire aussi sur quel film il a travaillé surtout ? Vous avez vos micros devant vous. Bonjour, moi je m'appelle Mathis, donc je suis l'un des 3 réalisateurs de ce film et j'ai pas fait beaucoup de films. Enfin, c'est un des premiers en tout cas qui sort en salle. J'en ai fait d'autres plus amateurs qui ne sont pas forcément été en festival. Ça marche, donc du film Oxygène, le premier qu'on a vu. Bonjour. Du coup, moi, c'est Margot, et pareil, j'ai travaillé aussi sur le film Oxygène. Super. Et Olivier, pour Oxygène également. Bonjour, moi je suis Ted Hardy-Karnak et je suis le réalisateur d'Un monde sans crise. Est-ce qu'on va pouvoir prendre 2 questions du public, si vous voulez poser des questions ? Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions ? Personne n'a de questions ? Lancez-vous ! Bon, c'est pas grave, moi j'en ai plein. À moins que vous ayez envie de dire quelque chose en particulier sur votre film. Oui ? Vas-y, prends ton micro, je t'en prie. Ouais, du coup, nous, c'est juste pour préciser, nous, on est là, on est les 3 coordinateurs du projet, mais en fait, c'est un film qui a été fait par le pôle vidéo d'Alternativa Paris, qui est une association du mouvement climat, et du coup, c'était un peu un projet commun de plein d'activistes ensemble, donc on est les représentants, mais il y a plein de monde derrière le film, qu'on l'a écrit ensemble, etc., et donc, voilà, c'était juste pour faire cette petite précision. Super, et est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que Alternativa ? Parce qu'il en reste qui ne connaissent pas. Et vu que c'est trop stylé, je pense que tu as plein de choses à nous apprendre. Tu compléteras si besoin, mais du coup, c'est une association qui se bat pour la justice climatique à travers à la fois des actions de désobéissance civile et qui propose aussi des alternatives. Donc voilà, on a plein d'activistes et de bénévoles super motivés et on essaie d'apporter notre pierre à l'édifice pour changer un peu les choses. Est-ce que tu veux nous donner, par exemple, des exemples de ce que fait Alternativa ? Parce que je sais que vous avez plein de pôles. Si vous avez envie de parler de ça, si vous avez envie de parler du film, vous pouvez parler du film aussi. Du coup, comme disait Margot, voilà, on a plusieurs branches un petit peu. Donc on a tout ce qui est promotion des alternatives.
avec des grandes mobilisations. C'est aussi nous qui sommes à l'origine des marches pour le climat, notamment dans toute la France, etc. Enfin, du coup, nous plus à Paris. On a aussi fait des grosses actions de désobéissance civile. La dernière, c'était le blocage de l'AG de Total, par exemple, qui a été faite avec 3 autres organisations. Donc voilà, on fait un peu de tout pour un monde meilleur. Et pourquoi ce choix d'avoir voulu parler du trafic de graines? Ah, du coup, nous, c'est pas trafic de Ah non, graines. pardon, désolé. Du manque d'oxygène, de la pollution. Ouais, je me suis mélangé les pinceaux. Du coup, comme disait Margot, ça a été le fruit d'un long travail. Donc on était beaucoup sur l'écriture. On a eu énormément de scénarios différents en tête. Et c'est vrai que celui qui nous a le plus inspiré, ça a été du coup cette dénonciation-là de la technocratie à outrance, de ce manque, de cette hyper pollution jusqu'à ne plus en pouvoir respirer. C'est vrai que c'est un peu celui où on s'était dit que on pouvait aller plus loin dans le sujet, où c'est quelque chose qu'on pouvait vraiment développer et qui fait aussi partie de nos combats, nous, Alternatives à Paris, avec différentes campagnes qu'on mène à l'année. Donc voilà, globalement. Super, merci. Est-ce qu'il y a des questions pour Ted aussi sur l'autre film, Un monde sans crise? Oui. Est-ce que tu peux la dire très fort et je la répète au micro? La question, c'est pourquoi avoir choisi de remplacer le travail salarié par les relations amoureuses? D'accord. Alors, moi, en fait, je viens d'un parcours qui est un peu atypique dans le sens que je viens pas du cinéma à la base. J'ai fait une école d'ingénieur, après j'ai fait une école de commerce, et après j'ai bossé en banque, donc en finance. Et je détestais ça. Et ça a duré un peu de temps avant que je me rende compte qu'il y avait peut-être une porte de sortie à cette histoire, parce qu'effectivement j'avais fait des bonnes études, et du coup ça paraissait logique de faire ce travail, et à un moment donné on est dans le truc, et il y a aussi une pression sociale qui est amenée par la famille, par les amis, par le fait d'avoir par l'argent. Et du coup, en fait, pendant ce moment-là où je travaillais dans cette banque, tout me paraissait absolument absurde, ce que je faisais déjà, mais même aussi toute la pression que je ressentais autour du travail, parce que déjà, en fait, il faut travailler absolument, et travailler en général pour la plupart des gens, en tout cas dans un boulot salarié, dans une entreprise. Et moi, j'avais l'impression que c'était assez kafkaïen et ce que je faisais ne servait à rien, très clairement. Mais par ailleurs, cette histoire de travail dans un monde où la croissance est en train de tout tuer, où il y a un problème avec la surproductivité. Et pourtant, on nous dit il faut travailler plus, il manque du travail, il faut que les gens travaillent plus, encore du travail, et tout me paraissait complètement absurde. Et j'avais l'impression que cette absurdité, je n'arrivais pas à la transmettre aux gens de mon entourage. Et je me suis dit qu'il y avait 2 normes très très fortes dans la société, qui étaient le travail et le couple. C'est-à-dire que c'est ce qui structure, et notamment qu'on a 30 ans, et encore plus sans doute qu'on est une jeune femme par rapport au couple en tout cas. Qui es-tu? Ça veut dire est-ce que tu es en couple, et d'abord est-ce que tu as un job, et la deuxième question, est-ce que tu es en couple? Donc c'est vraiment ce qui structure. Et je me suis dit que si j'inversais les 2 normes, justement, peut-être que l'absurdité que je ressentais par rapport au travail allait être, visible pour d'autres gens que moi, parce qu'effectivement, si on met l'obligation qui pèse sur nous, sur le travail, sur le couple, tout à coup, ça devient complètement absurde, même si cette pression existe dans notre société, sur le couple aussi. Mais si on inverse... Alors, du coup, mon film est un peu... d'un côté, c'est un peu une utopie parce que le problème du travail, je ne sais pas si c'est clair dans le film, a été résolu. C'est-à-dire que les gens travaillent beaucoup moins. Mais en fait, ils ont résolu le problème du travail. C'est ce qu'explique la maîtresse à un moment donné à ses élèves. Mais en même temps, le problème, ils ont remplacé une crise par une autre. Effectivement, on s'est retrouvé sur cette crise du couple. Et voilà, c'était mon absurdité à moi. Et effectivement, quand le personnage d'Émilie, à la fin, doit signer ce CDI, c'était un peu moi quand je devais signer mon CDI en banque. Et moi, j'ai signé. Voilà. Bon, après, j'ai fui, mais d'abord, j'ai signé. Voilà. Super. Est-ce que... Moi, Ted, j'ai une question. C'est marrant à quel point... Enfin, c'est plus... Est-ce que tu as envie d'en parler? C'est marrant à quel point c'est la femme qui va chez l'homme, même pour l'allocation Pôle Amour. Je ne sais plus comment ça s'appelle. L'allocation célibat. Voilà, l'allocation célibat. C'est elle qui passe l'entretien. C'est elle qui a envie de plaire et tout. Donc, est-ce que tu as envie de parler de ce parti pris pour le film? Alors, moi, tel que je l'imaginais dans mon monde, en fait, c'était censé être symétrique.
Sauf que effectivement, et c'est un choix effectivement, elle est en situation de détresse parce que effectivement, elle a un parcours complètement chaotique et lui est dans un, on va dire, c'est un peu comme quelqu'un qui a un CV à trous qui va en entretien. Et lui, au contraire, a un CV assez béton. Il sort d'une relation de 8 ans très, très carré. Enfin voilà, pour moi, c'était ça l'idée. Et du coup, effectivement, c'est elle qui est complètement en demande. Et pourquoi j'ai choisi que ce soit le personnage féminin qui soit effectivement dans cette situation, on va dire, de dominer quelque part, c'est parce que c'est souvent le cas déjà, premièrement, et que deuxièmement, j'avais l'impression que cette pression du couple se pose pour tout le monde, mais de manière plus forte encore pour les jeunes femmes, surtout à 30 ans. Enfin, moi, j'avais beaucoup d'amis qui ont la trentaine ou un peu plus de la trentaine, et ils ont un entourage, notamment souvent les parents, la famille, mais aussi des amis, le travail. Alors, l'enfant, c'est pour quand? Ah, mais t'es célibataire, l'horloge tourne, comment tu fais vu cauchemar. Voilà, et c'est quelque chose qui est quand même très, très prégnant. Et les garçons les laissent un tout petit peu plus tranquilles pendant un certain temps, puisque on se dit, oh, ils ont un peu de temps. Donc, voilà, je trouvais que l'urgence était plus évidente avec une jeune femme en détresse. Et aussi, je sais pas, naturellement, j'ai eu envie de m'identifier à une jeune femme pour ce film. Voilà. Super, merci. Et pour finir cet échange, est-ce que peut-être un représentant ou une représentante de votre film et Ted, est-ce que vous voulez chacun dire une phrase sur ce que vous imaginez quand on dit la vie rêvée? Vous avez 2 heures. La vie tous ensemble. À nous de construire les uns avec les autres et pas les uns contre les autres. Changeons de modèle. Amen. Je dirais la vie avec du temps retrouvé, du temps ensemble, du temps hors de la pression justement qui est partout dans la société. Voilà, du temps retrouvé. Je pense que ça passe justement par le fait de peut-être travailler moins, aller vers la décroissance et du coup sauver la planète. Donc voilà. Waouh, beaucoup de mots enchaînés. Bravo. Bonsoir. Asseyez-vous. Et si vous pouvez juste chacun prendre le micro et dire qui vous êtes et surtout sur quel film vous avez travaillé. Merci. Bonsoir. Donc je suis Raphaël, j'ai réalisé Nick le Privé. Voilà. Bonsoir, moi c'est Mona et j'ai participé au film Plastic Shopper. Moi je suis Pierre Lugofson et j'ai donc fait le film où je l'ai obligé à manger le plastique. Bonsoir, je suis Pierre Bouquet, j'ai réalisé Les Yeux Grands Ouverts, le dernier film que vous avez vu. Bravo à tous et merci beaucoup d'être là. Est-ce qu'il y a des questions dans le public ou vous êtes encore timide comme tout à l'heure? Est-ce que tu peux dire ta question fort et je vais la répéter dans le micro s'il te plaît? Super, merci. Aujourd'hui, on est entouré d'énormément de plastique. Justement, vous avez montré que dans absolument tout ce qu'on consommait, il y avait du plastique. Mais justement, quelle serait la solution? Parce qu'au final, on nous pose beaucoup de problèmes sans vraiment nous donner de solution à la fin. En fait, ça dépend un peu de quoi on parle, mais par exemple, prenez la lessive. Il est très facile d'acheter de la lessive en poudre vendue dans un paquet en carton. Donc, il suffirait d'une simple loi qui interdirait de la vendre dans des bidons en plastique et on achèterait tous de la lessive en poudre dans du carton. C'est pas compliqué. Alors, ça peut être compliqué sur le plan industriel. Il faut peut-être un temps de transition. Tout ça s'étudie, mais ça n'est qu'une histoire de volonté politique. Alors là, je prends un exemple qui est très simple parce que on a déjà l'alternative, mais il se trouve qu'on est en train de prendre une pente qui va jusqu'à, je ne sais pas si vous avez vu ces images, mais dans des supermarchés, on nous vend sous barquettes plastiques des bananes prédécoupées, des tomates prédécoupées, des champignons prédécoupés. C'est-à-dire qu'on n'est plus capable de couper des champignons, donc on y va dans le plastique. On est dans cette pente-là au lieu d'aller vers une pente où
où finalement on pourrait manger les champignons frais, les bananes non découpées, et ainsi de suite. Mais peut-être que Mona a autre chose à dire. Je pense que c'est une vraie question, les emballages et la manière dont on transporte tout ce qu'on consomme. Mais les alternatives, elles existent, c'est juste des solutions très minoritaires, mais qui se développent, toutes les AMAP, les trucs comme ça. Moi je pense que c'est clairement un truc qui est déjà réglé, juste pas assez démocratisé. Mais en soi, il y a déjà tout a été inventé. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Ne soyez pas timide. Laissez-vous porter par l'art que vous venez de voir. Qu'est-ce que je raconte ? Non, pas de questions ? Ok. Bon, moi, je pose des questions, alors. Et si vous avez envie, vous m'interrompez. Du coup, je vais vous poser une question, Pierre. Donc, toutes les images que vous avez filmées des... J'ai aucune culture maritime. Des poissons et, et de la faune maritime, vous les avez filmées en même temps c'était vraiment... Ça correspondait vraiment aux séances de plongée que vous filmiez. Vous avez dû organiser ça ailleurs, autrement. Ça a pris combien de temps ? C'était facile de filmer sous l'eau ? Parlez-nous de tout ça. Alors... sous l'eau, tout s'est tourné en une fois, au cours d'un voyage aux Maldives, que j'ai préparé pendant 6 mois, à partir du moment où il y a eu des repérages. Donc, mes premiers pas dans cette école d'apnée bruxelloise étaient en février 2018. Et lorsqu'ils m'ont évoqué leur projet d'aller plonger en apnée avec des Raymantas, j'ai écrit le dossier, etc., j'ai fait les repérages, je les ai filmés. J'ai lancé un crowdfunding, j'ai réussi à récolter suffisamment d'argent pour partir. Je n'ai pas trouvé de producteur encore à ce moment-là. On est parti. Et coïncidence, un cadreur est venu aussi à bord du bateau. Il n'était pas en fait prévu qu'il vienne. Et on a collaboré puisque j'ai pu recourir à ces images pour faire le film. Donc je connaissais l'histoire d'Olivier avant. Je l'avais interviewé et toutes les images sous-marines ont été tournées à 2 caméras, la mienne, la sienne, sur une période de 8 jours, alors qu'on passait donc ces 8 jours à bord du bateau aux Maldives. Et ensuite, il y a eu d'autres interviews par la suite. Lorsque je suis revenu, j'ai enfin trouvé un producteur en Belgique, où j'ai étudié pendant 5 ans à l'IAD, dans une école publique. Je suis retourné vivre là-bas et là, on a monté le film. Voilà. Et donc les images sont issues d'une caméra professionnelle avec un caisson étanche, ce qui est un matériel assez poussé. Donc ça, c'était le cadreur sous-marin en bouteille. Et moi, j'ai filmé en GoPro, en apnée. Très mauvaise idée. Ne faites jamais ça. Pourquoi ? Ma mère est là, donc elle va pas être contente que je révèle la vérité, mais je me suis bien claqué un tympan à 15 mètres sous l'eau. Yes. Voilà, donc déjà voilà. Au traumatisme. Mais bon, elle a été traumatisée toute sa vie parce que mon père est apnéiste, chasseur sous-marin, et c'est pour ça que j'ai commencé l'apnée. Voilà. Et puis l'autre chose, c'est que en fait, quand on veut vraiment ces plans de Raymantas, ce sont des Raymantas, il faut être patient. Et en fait, les Raymantas sont très curieuses des êtres humains. Il y a à la fois le fait qu'elles se servent des êtres humains pour manger, parce que la chaleur corporelle repousse le plancton, et donc du coup elles viennent bouffer. Donc la Raymanta qui tourne, c'est parce qu'elle vient manger la nourriture qui est devant moi, parce que ce plan-là, c'est moi qui l'ai fait en apnée, à 6 mètres sous l'eau, avec une GoPro. Mais il faut le temps qu'elle vienne. Donc quand on est en apnée, et qu'on est avec une caméra, et qu'on veut avoir un plan qui tienne la route, il faut tourner longtemps, et il faut tenir son apnée. Donc là, ce plan à 6 mètres sous l'eau, avec la Raymanta qui vient tourner devant moi, je le voulais, mais c'était très dur. Voilà, je l'ai eu, mais... Incroyable. Donc voilà. Les cadreurs en apnée aussi. Bravo. Hein.
J'ai encore plein de questions, mais je laisse la place au public. Oui. La question est, qu'est-il arrivé à ce jeune homme? Est-ce qu'il a retrouvé la vue ou est-ce qu'il a perdu, pardon, excuse-moi, n'importe quoi. Est-ce qu'il a perdu la vue ou Alors en fait, Olivier a un glaucome, donc une maladie qu'on maîtrise relativement bien aujourd'hui. Et grâce à un traitement, il a pu stabiliser sa vue et il n'a plus de perte de bâtonnets dans les yeux. Donc il a 80% de ses bâtonnets, ce qui permet de voir, quoi. Voilà, donc sa vue est stabilisée. Peut-être qu'un jour il sera aveugle, mais ça prendra beaucoup de temps. Donc il sera peut-être aveugle vers les 60, 70 ans, mais pas dans les 5 ans, comme son ophtalmo le lui avait annoncé. Mais ce qui a été le déclencheur de sa recherche, quoi. C'est ça quand même qu'il a mis, qu'il a décidé à se mettre à l'apnée pour remédier à sa phobie de l'eau et pour aller réaliser son rêve. Et pour le coup, il l'a réalisé. Incroyable. À moins qu'il y ait d'autres questions, Raphaël, j'ai une question pour vous. D'autres questions? N'hésitez pas. Donc Raphaël, vous êtes le réalisateur de Nick le Privé. Est-ce que aujourd'hui ou dans 10 ans, la propriété privée aura le même sens et aura encore du sens? Et est-ce que vous voulez en gros nous expliquer pourquoi vous aviez envie de faire un film là-dessus? Sympa comme question. Par contre, il faudrait 2 heures pour répondre, je pense. Déjà, je voudrais juste faire 2 précisions très importantes. Première, c'est qu'il y a Camille qui a coécrit le film dans la salle. Et je pense qu'on peut l'applaudir. Et qui ne veut pas monter sur scène parce que tu as dit les réalisateurs et réalisatrices. Ça marche. Ah pardon, je suis désolée. Camille, venez, je vous en prie. Ah si, non, mais elle est timide. Okay. Comme vous voulez, mais désolée. Je sais pas que vous étiez là. Autre remarque, pendant le film, alors il y a eu plein de trucs bizarres à l'image et c'était vraiment pas voulu. Hein, peut-être il y a des gens qui se sont dit waouh, le style trop bizarre, mais en fait c'était voilà. Il y a un problème, problème technique, donc j'étais très inconfortable, je suis sorti et tout. Mais bon, j'espère que ça vous a pas dérangé. La propriété privée, est-ce que ça aura la même Alors j'espère que non. J'aimerais que non. Évidemment, c'est un vaste sujet la propriété privée. Après, ce qui est hyper intéressant. Et c'était un peu le fond du travail, de la réflexion qu'on voulait mener avec ce film. C'était alors la question du commun, même si dans le film on ne le voit pas beaucoup. RAC, qui est leur sigle, ça veut dire retour au commun. Et l'idée en fait, c'est qu'ils récupèrent des terres privées pour en refaire des communs. Et ça, c'est un peu le mouvement inverse de l'histoire, parce que dans l'histoire, ce qui s'est passé, c'est que en fait, la propriété privée n'existait pas jusqu'au XVe siècle, voire XVIIe siècle. Voilà, il y a on dit que c'est avec le mouvement des enclosures en Angleterre, quand on a commencé justement à fermer, à clôturer en fait des terrains pour mettre des bêtes plutôt que les laisser en accès libre aux humains en fait. Enfin, parce que avant ça, finalement, en fait, toute l'histoire de l'humanité depuis nos débuts, depuis la préhistoire jusqu'au XVe siècle, en fait, c'est tous les terrains étaient, enfin tous les terrains non, parce qu'il y avait bien sûr des bon. C'est plus complexe que ça, mais disons que le bien commun était l'essentiel de ce qui se faisait. C'est-à-dire il y avait des terres qui étaient soit abandonnées, soit qui étaient mises en commun, et plusieurs personnes les géraient. Et ça se passait très très bien en fait. Et puis il y a eu à un moment donné cette idée d'enfermer les terrains et de faire apparaître la propriété privée qui est devenue, notamment voilà, avec la Révolution française, bizarrement, un droit inaliénable et qui aujourd'hui, voilà, c'est quelque chose qu'on peut pas vraiment, c'est difficile à remettre en question. Moi je sais que par exemple mon père, à chaque fois me dit ça, il me dit j'aime beaucoup ton film mais je déteste le titre. Voilà. Parce que Nick le Privé, je pense que ça le choque en fait, l'idée qu'on... Je sais pas, c'est une insulte en fait de dire ça, Nick le Privé, alors qu'en fait, bon, soit ok, remettons en question la propriété privée. Non, voilà, ça fait partie un petit peu des notions, des concepts en fait sacro-saints de notre société. Donc, il y a de plus en plus évidemment d'expériences autour du commun, des expériences d'éco-village, des expériences d'éco-hameaux, des expériences voilà de jardins partagés. Donc qui sont finalement à un moment donné une réappropriation de l'espace par des groupes de personnes. Et c'est à mon avis, ça peut être oui une source clairement une source pour résoudre certains problèmes qu'on a, puisque l'idée ça serait justement de décloisonner au maximum la terre, mais également la génétique, et puis voilà les semences. En fait, déprivatiser toute la société. Bon, malheureusement, ça a l'air d'être trop le projet.
Mais voilà, je pense qu'à un moment donné, en tout cas, c'est nécessaire, et c'était en partie pour ça qu'il y avait cette volonté de faire ce film, de venir questionner la propriété privée. Voilà. Et puis je parle pas, et bien sûr, il y a également la propriété d'État. Hein, nous, on voit que deux choses, en fait. On voit soit État, soit privé. Non, le bien commun, ce sont des endroits, en fait, qui appartiennent à tous. Et comme il cite Rousseau au début, les fruits sont à tous, la terre n'est à personne. Et moi, oui, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Donc je me dis, peut-être qu'en situation d'urgence, il faudra à un moment donné venir un petit peu déconstruire tout ça. Ouais. On n'a que 2 minutes, donc moi je veux bien que chacun d'entre vous, et Camille encore une fois, vous êtes invités à venir sur scène avec grand plaisir. Est-ce que chacun d'entre vous peut me dire ce qu'il entend quand il entend la vie rêvée? Je ne sais pas si c'était très clair ma question, mais débrouillez-vous, voilà. Bon, bah, je vais commencer. Comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, Olivier, il a vécu son rêve, justement. Et c'est pour ça que ça me touche énormément d'avoir mon film projeté ici. Puisque face à cet obstacle-là, qui est quand même un obstacle majeur, quoi, pouvoir perdre la vue dans les 5 ans, c'est assez terrible, mais il a décidé de se battre, en fait, et de, justement, réaliser son rêve. Et ça me parle d'autant plus qu'à un moment donné dans ma vie, j'ai dit, bon, moi je veux réaliser mon rêve qui est de faire des films. Et j'ai quitté mes débuts de carrière juridique. Je suis un ancien juriste en droit de l'environnement, en fait. J'ai étudié l'écologie en parallèle du droit. Et je voulais sauver le monde, quoi. Et j'aimais ça, mais le droit était quand même dur, et mon désir était vraiment de créer. Voilà. Et donc moi aussi, à un moment donné, je me suis dit, il faut que j'essaye de réaliser, de concrétiser mes rêves. Voilà. Waouh! Pour moi, la vie rêvée, ce serait de faire des films pas écolos. Parce qu'il y a 2 ans, j'étais déjà là avec un autre film. Et en fait, c'est plus fort que moi. C'est-à-dire que je fais ces projets et d'autres qui sont en cours. J'aimerais bien ne pas avoir à faire tout ça. C'est-à-dire que tous les problèmes seraient réglés. En gros. Et je vais la faire très court et je vais laisser mon temps à Mona. Moi, je crois que je suis assez d'accord avec l'idée du temps retrouvé de tout à l'heure. Et moi, ce serait ça, ma vie rêvée, ce serait d'avoir le temps de faire ce que j'ai envie de mes journées, tout en partageant tout en ayant une vie partagée avec des personnes et dans le respect de tout ce qui est parmi nous, et aussi trouver un moyen de vivre dans les villes autrement que comme c'est maintenant. Parce qu'il y a beaucoup de personnes de ma génération qui n'arrivent pas à se projeter dans les villes parce que ça devient des environnements juste invivables. Et donc voilà, c'est pas vraiment ça le truc de la vie de rêve, mais c'est plutôt le défi, je pense. Voilà. Merci. Moi je me dis que la vie rêvée, elle est déjà là, parce que j'ai l'impression que parfois simplement un regard, un pas de côté ou un choix très fort, typiquement justement arrêter de vouloir sortir du monde du travail par exemple, c'est faisable en fait. C'est un choix fort, mais c'est un choix dur, mais c'est faisable. Voir tout ce qui est beau dans le monde, c'est faisable aussi en fait. Donc je pense que la vie rêvée d'une certaine façon, elle est déjà là. On est vraiment, on est sur une belle planète. Il y a plein de belles choses dont il faut prendre soin. Et il y a vraiment une question de regard, la façon dont on met le regard sur le monde. Mais je pense aussi qu'il y a
il y a pas mal de gens et il y a un système aussi qui ont envie d'un cauchemar, ou alors leur rêve c'est un cauchemar, et je pense qu'il faut continuer de lutter contre ça. Et puis ouais, lutter pour ce qui est beau en fait. Moi je crois que se battre pour ce qui est beau. Pour moi c'est ça la vie rêvée. Mais la vie rêvée, je crois qu'elle est maintenant. Enfin, j'ai envie de croire en ça, parce que si je commence à croire que c'est demain la vie rêvée, je sais pas. J'ai peur d'être déçu, alors que si je vois ce qui est beau aujourd'hui, je sais que je suis pas déçu. Je sais pas. Voilà. Merci. Merci à tous. C'était la projection des courts-métrages de la 12e édition du festival Atmosphère. Et j'espère que ce soir, vous réfléchirez à ce que c'est que votre vie rêvée. Merci à tous. Bonne soirée. Merci à tous d'être venus.